Bonjour, bienvenue dans Pulse, le podcast de Capsule Média dédié au monde de la formation en entreprise. Aujourd'hui, on reçoit Emmanuel Boulineau, DRH de Point P. Bonjour Emmanuel. Bonjour. 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 Emmanuel, je te laisse te présenter. Emmanuel Boulineau, je suis DRH de Point P, une enseigne de Saint-Gobain Distribution. Et puis, au-delà de ce travail, je travaille aussi pour la partie gestion des cadres et développement RH pour Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, qu'on appelle SGDBF. Un petit panel rapide, c'est quoi aujourd'hui Saint-Gobain Distribution en termes de taille, en termes de répartition géographique? De collaborateurs, c'est 23 000 personnes aujourd'hui partout en France. On ne fait pas la Corse et on ne fait pas l'international. Répartir sur 2000 agences, on fait le négoce de matériaux de construction, on distribue des matériaux de construction en B2B à 95%. Et il y a 2000 agences sur 10-11 marques différentes et 20 sociétés. Très bien. Du coup, aujourd'hui, c'est quoi la structure de cette équipe RH et formation Alors, il y a précisément des équipes RH, il y en a dans toutes les sociétés, avec des DRH partout. Et puis en centrale, on a des équipes RH qui sont dédiées, donc soit dans mes équipes, par exemple, la gestion des cadres ou au siège. Et puis, effectivement, il y a un pôle formation qu'on appelle Campus Pro pour professionnels, puisqu'on fait du B2B, et qui va travailler et à la conception et au déploiement des formations sur ces 3 campus, parce qu'il y en a 3 campus qui sont basés aux 3 coins de la France pour pouvoir adresser la formation partout. Et puis, il y a dans ces équipes des gens qui, bien sûr, accueillent les collaborateurs, parce que c'est toute une logistique, la formation, qui développent en interne, qui développent aussi avec des prestataires extérieurs parfois. Et puis, quelque chose qu'on oublie souvent de parler dans la formation, c'est que c'est quand même relativement technique en RH, c'est une tuyauterie absolue. Et donc, il y a quand même des équipes administratives qui font un boulot qui est assez remarquable. Ouais. C'est quoi les grands enjeux de la formation chez Saint-Gobain Distribution ? On est sur un marché où on va développer la rénovation énergétique qui est fondamentalement en fait l'avenir entre guillemets du bâtiment en France et notamment de la rénovation. Et donc l'enjeu que l'on a aujourd'hui, c'est de développer des contenus de formation et des formations bien sûr qui s'adressent à l'ensemble de nos vendeurs, mais pas que, pour pouvoir effectivement augmenter notre savoir autour de la rénovation énergétique pour pouvoir le transmettre à nos clients pros. Et l'enjeu de Campus Pro aujourd'hui, c'est de tourner d'une formation dite traditionnelle et qui s'adressait à l'ensemble des vendeurs de je sais vendre du parquet, je sais vendre effectivement un habitat ou un mode constructif à je sais aussi conseiller mon client sur la rénovation énergétique qui est le grand enjeu. Ça veut dire que tu les formes à la fois sur la partie normes, sachant que ces normes évoluent en permanence et très vite. Montage de dossiers aussi, financier ? Montage de dossiers financiers, normes. On a développé des logiciels qui permettent, d'ailleurs c'est le premier logiciel utilisé en France pour pouvoir déposer effectivement des dossiers de rénovation énergétique et obtenir des financements. Donc il y a cette complexité administrative et il faut les former. Et ça on les forme pas forcément d'ailleurs dans les campus, on utilise d'autres biais de formation, mais surtout on les forme à la manipulation de produits, ce qui n'est pas anodin, parce que du coup ça impacte la formation, c'est qu'on ne peut pas former à distance. C'est difficile de monter un mur à distance, il faut se déplacer, savoir monter un mur ou par exemple une maison ossature bois, et là ça prend du temps, ça nécessite de la logistique, ça nécessite de la manipulation de matériel, ce qui est assez complexe à mettre en place. Aujourd'hui, l'équipe formation, ça représente combien de personnes à peu près 20-25 personnes dans campus, et puis ensuite on a une personne, voire 2 personnes, ou un peu plus d'ailleurs dans certaines BU qui sont un peu plus grosses. Dans chaque équipe, il y a un responsable de formation qui vient bien sûr inscrire les gens en formation, et puis il y a parfois des formateurs internes. Pas tout le temps, mais parfois. Ouais. Et là, on en parlait, donc la création de contenu pour une bonne partie se fait aussi en interne, via un campus. Oui, via le campus. Alors ça peut être fait en interne, avec effectivement des spécialistes qu'on a dans nos équipes, mais ça peut aussi être adressé en externe quand on a des besoins en formation un peu particuliers, que ce soit technique ou comportemental. Et donc là, on va s'adresser effectivement à des grands acteurs de la formation ou des petits acteurs locaux qui sont tout aussi bons d'ailleurs sur ce sujet. Est-ce que, vu qu'il y a une bonne partie du business qui est B2B, est-ce que ça vous arrive aussi de créer de la formation pour vos clients business ? Alors, c'est un vieux serpent de mer depuis très très longtemps. On a eu des tentatives, on a fait des tentatives. C'est intéressant parce qu'à un moment donné, par exemple, il fallait basculer tous les artisans en RGE, ce qu'on appelle l'artisan RGE, le label RGE. C'est nous qui les avons formés, on en a formé 2000.
On a été les plus grands formateurs, mais pas forcément dans les campus. Là, en l'occurrence, c'était dans les agences commerciales, parce que c'était beaucoup plus proche pour eux, beaucoup plus facile. Mais adresser des produits de formation aux artisans du bâtiment, c'est complexe, parce qu'il y a pas mal de no-show. Parce que quand ils sont sur la rénovation de votre appartement, ils vont pas venir une journée chez nous, ils vont perdre de l'argent. Donc là, c'est un peu plus complexe de s'adresser à eux. Mais on développe des produits. Là, par exemple, on travaille avec un prestataire qui s'appelle Bidis pour les formations, et on s'imagine potentiellement pouvoir mettre à disposition certaines formations à nos clients plus tard. Alors justement, en parlant de Bidis, on a fait une étude, Mayer Ashline et Bidis récemment, qui montre que dans les plans de formation au niveau global, 30% des formations sont dédiées aux soft skills. Donc, oui. Qu'est-ce qu'il en est chez toi ? Alors, il y a des obligations de formation sur la sécurité. Et ça mange une grande partie, effectivement, de notre plan de formation, entre 35 et 40%. Donc, c'est beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on manipule des engins qui sont potentiellement dangereux, et donc il faut former de façon très régulière ses collaborateurs. Donc ça mange effectivement partie du budget. Ensuite, il y a la formation technique, et puis les formations comportementales, oui, elles sont aux alentours de 20 à 25% de notre budget formation aujourd'hui et du volume que l'on dispense. Alors, on discutait préalablement, et un sujet qui ressort, c'est la modification de posture des apprenants vis-à-vis des contenus de formation et de la formation en général. C'est-à-dire qu'on est passé d'une époque où souvent on avait une salle, un présentiel, un formateur, il fallait se déplacer, et puis les gens y allaient un peu contraints et forcés. Et tout ça, ça a un peu changé. Et on sait que le Covid a pas mal changé la façon de voir les choses, les mentalités, le pouvoir de dire non aussi des collaborateurs. Oui. Ça a pas mal évolué. Ça arrive. Donc ça, c'est un vrai projet de transformation pour toutes les entreprises. Est-ce que c'est quelque chose qui a été adressé chez Saint-Gobain ? Alors, depuis longtemps, on a basculé sur le e-learning depuis un petit bout de temps. C'est long, le e-learning. Finalement, c'est pas... Ça a été la martingale, vite, celui qui n'avait pas de e-learning, il fallait qu'il en développe un. Bon, quand vous restez 25 minutes derrière un ordinateur avec un contenu pédagogique un peu longué, il y a pas mal de gens qui ne vont pas jusqu'au bout, ou il y a une espèce de facilité de tu ne sais pas, va faire le e-learning, et après tu vas savoir. C'est pas souvent que la personne apprend. Je me mets au défi d'apprendre la construction d'une maison en saturbois en regardant des vidéos. C'est un peu long. Donc il faut faire les deux, en fait. Et on voit effectivement... Et je te rejoins sur la notion de consommation, entre guillemets, du savoir un peu différemment. Avant, effectivement, il fallait passer 1, 2, 3 jours en formation, traverser la moitié de la France, dormir à l'hôtel, ce qui est un peu compliqué pour certaines personnes qui n'aiment pas voyager ou qui ne veulent pas partir de chez elles, ou qui n'aimaient pas l'école et qui, du coup, quand on leur dit « tu vas partir 3 jours en formation », ont la sensation d'y retourner et n'ont fondamentalement pas spécialement envie. Et donc... Mais c'est nécessaire, par exemple, et je reviens sur les formations techniques, où j'apprends effectivement, je passe le CACES, la conduite d'engin spécifique et de levage. Là, à distance, c'est pas tellement possible. Donc là, il faut se déplacer. Mais par contre, ce que je peux apprendre, c'est le micro-learning. En fait, c'est même plus du e-learning, c'est du micro-learning. C'est j'ai un problème ou j'ai une question, je vais m'adresser, comme on le fait d'ailleurs la plupart des étudiants sur YouTube, j'ai une question, je regarde, je passe sur un moteur de recherche, et j'ai une petite vidéo, là aussi c'est différent, qui vient m'expliquer le contenu en 2 minutes. Ça, cette consommation-là, entre guillemets, j'appelle ça une consommation du savoir, elle est effectivement elle explose, entre guillemets, chez nos collaborateurs. Nous, on a mis du temps, entre guillemets, je pense, les sociétés à comprendre que un jeune qui arrive dans le monde de l'entreprise, il veut savoir comment on fait un tableau croisé dynamique sur Excel, il ne va pas s'adresser à un expert, il va prendre YouTube, il va taper tableau croisé dynamique, il va regarder 2 minutes de vidéo, il va vous le faire derrière. Ou ChatGPT. Ou ChatGPT, qui va aussi modifier pas mal de choses. Donc fondamentalement, on voit qu'il y a des façons d'apprendre qui du coup reviennent un peu dans le lieu de travail, sont plus faciles, nécessitent quand même le fait d'avoir un téléphone et puis de pouvoir avoir une connexion Wi-Fi, ce qui n'est pas si évident que ça partout. Et de toute façon, les Parisiens, on ne se pose pas la question. Quand vous êtes dans des coins un peu plus reculés, c'est un peu différent. Et donc il faut avoir les deux. Il faut avoir ces produits un peu plus lourds, un peu plus complexes qui nécessitent 3 jours parce que là, ça ne peut pas se délocaliser et c'est compliqué, c'est lourd et c'est coûteux, mais aussi pouvoir avoir effectivement différentes façons d'être formé. Et puis il y a une autre formation dont on parle peu dans le monde de l'entreprise, mais qui est finalement la première, c'est j'apprends par rapport à mon collègue qui est à côté, finalement je lui pose la question et c'est lui qui me répond. Et cette formation-là, on peut aussi la structurer autour de façons
de déterminer ou de détecter nos experts et de faire en sorte de former nos experts à ce qu'on appelle les classes virtuelles, mais c'est plutôt j'adresse mon savoir par Teams, qui est une grande révolution là aussi du Covid, et pendant 20 minutes, je vais avoir 15-20 personnes à qui je vais parler d'un sujet technique, parce que moi, expert, j'ai envie de transmettre. Cette partie-là de la formation aujourd'hui, il faut la structurer aussi un peu, même si elle existe depuis la nuit des temps. Du coup, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises aussi veulent avoir ce réseau d'experts. La grande question à chaque fois qu'on nous pose, c'est comment on crée un réseau d'experts en interne on leur demande, c'est aussi bête que ça. On leur demande, et puis il n'y a pas de faux experts. En fait, le plus compliqué, c'est pas de les trouver, c'est est-ce qu'ils ont envie. Un expert, il y a des fois, vous avez des experts, on a une BU qui s'appelle CDO qui vend du chauffage, et là, il faut des experts, entre guillemets, pour une pompe à chaleur, ça ne s'invente pas. Vous avez des experts qui sont très très bons pour conseiller le client, qui sont pas très très bons en termes de pédagogie, de transmission du savoir. Ceux-là, s'ils n'ont pas envie, c'est pas la peine. Et puis vous avez peut-être un tout petit peu moins experts, mais qui sont qui adorent transmettre. Ceux-là, on les prend et puis effectivement, on les met à disposition. C'est pas simple. D'abord, il faut trouver du temps dans leur journée. Il faut parfois les former un peu à être un peu plus concis que délayés, mais c'est plutôt intéressant. Oui. C'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il y a un programme qui permet justement, admettons, moi je suis expert, est-ce que je rentre dans un programme spécifique où je vais être formé à l'ingénierie pédagogique et à la façon d'adresser... En fait, là, l'ingénierie, c'est un peu lourd. En fait, ce qu'il faut, c'est charter en fait, un document d'une vingtaine de slides dans lequel on fait une intro, une conclusion, un développement pédagogique assez court, en fait. Mais c'est sur des petits modules. On n'est pas obligé de leur demander, effectivement, de monter ou toute l'architecture du chauffage d'un grand bâtiment. On leur demande d'intervenir sur des tout petits modules, très techniques, très produits, en fait, et qui permettent, effectivement, de transmettre à 10, 15, 20 personnes, pas beaucoup de fois dans l'année, mais c'est intéressant et on le fait notamment dans une société à la pub, mais ça marche très très bien. Et du coup, c'est quoi la relation entre on va dire, votre département et les managers, et surtout les managers de ces experts à qui vous demandez quand même de passer du temps. Alors certains managers sont eux-mêmes experts. Non, il y a une certaine fierté quand même à transmettre. Il y a une valorisation en fait d'être reconnu comme étant l'expert de quelque chose. Ça, c'est plutôt agréable. Non, ils sont relativement dispo, ils sont sympas là-dessus. Okay. Et pour les parcours, les différents parcours de formation, c'est quoi le rôle des managers en général dans la création, on va dire, de ces parcours et surtout la récolte aussi des besoins, on va dire, du terrain? C'est très variable. Alors là, on a des managers qui sont très investis et des managers qui ne sont pas du tout investis. Donc là, il faut aider en fait, il faut trouver des supports assez simples pour aider les managers à orienter la formation. On a 2 sujets dans la formation. Le sujet, c'est comment se détermine la personne. J'ai envie de faire une formation, ça c'est bien, mais généralement, elle n'est pas forcément d'ailleurs liée aux besoins de l'entreprise, elle est plutôt liée, entre guillemets, à ses envies, ce qui n'est pas tout à fait pareil. On a une formation qui marche très bien sur les tendances, déco. Bon, tout le monde ne vend pas de la déco. Alors, on peut se poser la question de savoir quel est l'intérêt individuel ou l'intérêt vis-à-vis de la boîte. Et puis, il y a l'intérêt de la boîte. Et donc, nous, ce que l'on propose aux managers, c'est de travailler sur des fiches synthétiques de quelles sont les expertises qu'il y a dans leur établissement. Donc, une récolte des expertises. Donc, ça, on le fait par le biais des entretiens. Et puis, quels sont les objectifs de la boîte. Si, par exemple, l'objectif, c'est la réno énergétique et vous voulez former à la déco, ça n'a pas vraiment de sens. Et donc, c'est d'orienter le manager en disant, voilà l'effort de formation dans ton établissement. Alors, on a des petits établissements, c'est 10 personnes. Mais c'est sûr que s'il n'a pas 2 personnes formées à la rénovation énergétique, ça ne marche pas. Donc 2 fois par an, on travaille avec eux sur des formats A4 très simples, avec des graphiques très simples, pour leur dire, voilà qui est-ce que tu formes, et ensuite le faire choisir. Et ça, c'est un truc très pragmatique, c'est prendre le calendrier des vacances de tout le monde et prendre le calendrier des formations et faire matcher les 2. Parce que inscrire quelqu'un 4 mois plus tard et que se rendre compte 4 mois après que ça tombe en plein dans les vacances et qu'il n'ira pas, parce qu'il y a quand même 20 à 25% de gens qui ne se présentent pas à la formation, c'est une statistique relativement normale, entre guillemets, c'est effectivement des dépenses et une organisation compliquée à faire. Comment vous mesurez du coup la formation aujourd'hui, le succès de la formation plus exactement? Alors la formation, on la mesure en nombre d'heures par salarié par an sur l'ensemble des sociétés. L'avantage d'avoir plusieurs sociétés, c'est qu'on peut se comparer. Le succès de la formation, on le mesure pas
forcément à ce que nous racontent les collaborateurs qui vont en formation. Parce que souvent, c'est pas forcément la formation qu'ils commentent, mais plutôt les à côté logistiques de la formation. Est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que c'était sympa? Et ainsi de suite. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Honnêtement, il vaut mieux être dans un environnement sympa qu'autre chose. En fait, on essaie de le mesurer. Et là, on a encore beaucoup d'efforts à faire sur l'impact que ça a en termes de business. Ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, sur la formation réno-énergétique, par exemple, c'est plus facile parce qu'on voit effectivement le développement soit des produits spécifiques à la réno, soit du nombre de dossiers, effectivement, que l'on aide à monter côté administratif. Est-ce que tout ça, c'est relié aussi aux problématiques de recrutement du groupe, hein, parce que je discutais avec un DRH récemment qui, lui, est dans le secteur plutôt automobile, réparation mécanique, dans un gros acteur du marché, qui me disait, en fait, quand on recrute aujourd'hui, on n'a plus de compétences en face de nous sur le marché. On trouve rarement des compétences qui correspondent à nos besoins. Et en fait, on est devenu une école d'apprentissage. C'est nous qui formons intégralement nos collaborateurs. Je vois que tu souris, donc... C'est souvent. Et ça a été mon cas. Hein, donc, et moi, j'ai fait des études de lettres et je suis rentré en exploitation. Je ne suis pas rentré en RH dans mon début de carrière. Et j'ai fait du marketing ensuite. Donc, à chaque fois, j'ai appris. Et notamment en RH. Donc, oui, c'est quelque chose... c'est un état de fait. Voilà, on peut pas se lamenter 15 ans sur le fait que les gens ne sont pas préparés. En plus, il y a plein de métiers différents. Donc, je n'ai pas d'école de vendeurs de gros œuvres, par exemple. Ça n'existe pas. Donc, il faut forcément, à un moment donné, embarquer les gens dans un processus de formation, d'intégration, qui peut être assez court ou un peu plus long en fonction du métier. Ça, on arrive à le faire assez bien, parce qu'on a des process, entre guillemets, d'intégration. Puis on s'est appuyé sur quelque chose que l'État avait comment dirais-je, développé il y a quelques temps et qui était vraiment intéressant, c'est le certificat de qualification professionnelle, le fameux CQP, qui peut paraître très lourd, très compliqué, assez administratif, mais qui finalement donne un chemin en 2 ans, tranquillement en 2 ans, on offre les bases effectivement à quelqu'un. Et puis, il ne faut pas l'oublier, c'est que la personne va se former au quotidien en fait avec ses collègues. Et là, on peut ajouter d'autres choses, on peut ajouter le micro-learning, on peut ajouter effectivement les classes virtuelles, on peut ajouter la réalité virtuelle qu'on teste aussi pas mal et qui permet effectivement d'aller un peu plus rapidement sur le sujet. Mais oui, à moins d'attraper quelqu'un avec de l'expérience, on a beaucoup de métiers où effectivement les gens arrivent sans vraiment beaucoup d'expérience. Et d'où dans le recrutement d'être un peu moins sur le savoir et un peu plus sur le savoir-être. Mais du coup, est-ce que ça favorise quand même une certaine collaboration entre les équipes recrutement, marque employeur et formation, ce qui n'était pas forcément le cas dans le passé dans la plupart des entreprises? Oui, où c'était très dissocié. Là, c'est simple, les équipes sont dans le même bureau, puisqu'on est sur un plateau commun, donc on se mélange, on se parle. Oui, c'est nécessaire effectivement de bien caler entre qui on recrute ou quelles sont les personnes que l'on recrute, qu'est-ce que l'on voit qui nous manque et qu'est-ce que l'on développe à côté. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, c'est aussi un message de marque employeur. C'est-à-dire que moi, rentrer dans une entreprise qui va pouvoir m'offrir une école, des formats de formation différents, qui soient à distance ou en présentiel, qui investit dans la formation et qui me permet aussi d'être qualifié, parce que le CQP vous donne un diplôme reconnu par l'État, c'est pas mal. C'est pas mal. On a par exemple une pénurie de chauffeurs. On livre 25% des produits que l'on vend, donc ce qui est beaucoup, puisqu'on demande des produits lourds. Je vous mets au défi d'aller chercher une palette de carrelage d'1 tonne. C'est quand même, vaut mieux se la faire livrer. Une pénurie de chauffeurs. On offre la possibilité à des magasiniers qui n'ont pas le permis poids lourd, c'est cher, qui n'ont pas été formés, de se former au permis poids lourd, on leur paye, on finance tout ce passage d'un métier à un autre et cette transition d'un métier à un autre. Ça, c'est plutôt pas mal. Quels sont les projets ou les priorités RH, on va dire, que vous avez dans les prochains mois et les prochaines années? En formation, en RH, on en a pas mal. En formation, on va accentuer effectivement beaucoup le micro-learning parce que ça, c'est intéressant. C'est quelque chose qui, de notre point de vue, permet de mettre un catalogue de savoir au plus proche de mon métier au quotidien. Ça, c'est le plus important. C'est le catalogue de savoir au plus proche de mon métier et donc d'être plus rapide dans l'apprentissage et de m'asseoir sur de la vidéo. La vidéo
en fait coûte cher parce qu'il faut la faire. Donc là, on embarque nos fournisseurs. Ça, c'est intéressant parce qu'on embarque aussi d'autres parties prenantes pour pouvoir apprendre derrière ou faire apprendre, pardon. On a tout un programme de formation sur le management puisqu'on a étiré les formations management autour des 6 dimensions managériales que l'on a fait l'année dernière et qui permettent de rendre un peu plus tangible la notion de mieux manager. Parce que quand on dit manager, il faut mieux manager. Bon, avec ça, qu'est-ce que j'en fais ? Mais par contre, si je déploie ce management en 6 dimensions, que dans chaque dimension, j'amène effectivement des éléments plus pragmatiques de quotidien, de quelle est ma posture managériale, qu'est-ce que je dois répondre à mon collaborateur, ma collaboratrice. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on est en train de développer plus précisément. Et l'intelligence artificielle dans tout ça ? On va travailler. Alors, on y travaille. On se forme. Déjà, nous, on se forme. Alors, on est dans la phase ascendante, je pense, du besoin. On va arriver à un pic de tout le monde va en parler, tout le monde va s'exciter, puis après, on va redescendre sur quelque chose de plus tangible de qu'est-ce qu'on en fait réellement. Parce que on teste, il y a des fois, c'est pas forcément extraordinaire. Par contre, ce qui est intéressant sur l'intelligence artificielle, c'est qu'on va essayer de mailler tous les programmes de formation. On a 300 formations au catalogue, c'est énorme, avec toutes les évaluations techniques que l'on peut avoir de nos collaborateurs. Et on va essayer de croiser ça sur les parcours qu'ils ont fait, sur les évaluations et sur notre catalogue pour pouvoir être beaucoup plus pertinent dans la proposition de formation. C'est ça, en fait, l'intelligence artificielle dans la formation va nous aider à aider un manager qui n'a pas forcément le temps au quotidien de penser à ça, de se dire, pour Karim à côté ou pour Sylvie, qu'est-ce que l'on te conseille de proposer en termes de formation ? Là, l'intelligence artificielle va nous permettre effectivement de travailler ces datas parce qu'on en a beaucoup. Et peut-être de mieux travailler les notions de transversalité des compétences au sein du groupe, non ? Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de capter. Alors, la transversalité nécessite aussi de pouvoir se donner du temps à côté. Donc ça, c'est pas toujours facile. Ou même mécaniquement, c'est un peu compliqué en termes de kilomètres. Mais entre 2 établissements. Mais effectivement, ça, on le bosse aussi. Oui. La mobilité interne, c'est un vrai sujet ou c'est quelque chose qui est réellement développé dans le groupe ? Alors 15% des gens, chaque année sur 23 000, c'est pas mal, changent d'établissement, de métier, de société. Donc moi j'en ai fait 4 par exemple, et à chaque fois très différentes. J'ai dû faire 6 métiers différents. Donc oui, ça marche. Alors, je prends mon cas parce que je le connais bien, mais sinon effectivement, 15% des gens souhaitent. Ensuite, il faut se caler entre le besoin et le souhait. Voilà. Et puis il y a une notion de mobilité géographique qui n'est pas si facile que ça à attraper, notamment quand on s'éloigne, quand on est très bien installé socialement avec une maison ou autre. Le milieu urbain est plus mobile, le périurbain est beaucoup moins mobile. Top. On va passer à la petite séquence quiz. Très bien. Tu le fais, je le fais ? Vas-y, je t'en prie. Allez, tu feras le suivant. Allez, 10 questions, tu réponds du tac au tac. Formation en ligne, révolution ou simple mode ? Révolution. Pause café, véritable pause ou meilleur moment pour réseauter ? Meilleur moment pour réseauter. Apprendre en jouant, révolution ou récréation ? Révolution. Auto-formation sur YouTube, démocratisation du savoir ou bricolage de connaissances ? Démocratisation du savoir. Les robots remplaceront-ils les formateurs, oui ou non ? Non. Formation obligatoire en entreprise. Motivation ou punition ? Motivation. Auto-formation. Autonomie ou isolement ? Autonomie. La formation, un investissement ou une dépense ? Investissement. Soft skills, indispensable ou juste un terme marketing ? Indispensable. La France est-elle un modèle de formation continue ? Oui ou non ? Non. Merci. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. Merci à vous. T'as tiqué sur... je sais plus laquelle. Et ça m'a fait penser à un truc. Je me suis dit, bah oui, eux, ils sont forcément beaucoup plus en présentiel dans ces métiers-là. Il y a assez peu de télétravail. En fait, si, il y a du télétravail, mais il y a des métiers, un magasinier ne télétravaillera
pas. Ouais. C'est bête à dire. J'ai commencé 3 ans en exploitation, il n'y a pas de télétravail en exploitation. C'est un magasin qui accueille du client, donc c'est très compliqué. Donc il faut gérer, ça c'est intéressant, c'est comment je gère une entreprise avec des métiers qui télétravaillent et qui peuvent très bien télétravailler, l'IT par exemple, et des métiers qui ne télétravailleront jamais, parce que par principe, c'est le contact humain qui est la base de mon métier. Ça, c'est pas si simple que ça, parce qu'effectivement, à quel moment on donne quelque part une contrepartie ou un espèce de pied d'égalité. Ça, c'est un truc vraiment intéressant. Dans les enjeux, par exemple, tu parlais d'enjeux RH, il y a un enjeu que moi je vois dans les 10 prochaines années, c'est remettre le travail à sa juste place dans sa vie, c'est-à-dire à quel moment le travail est capable de s'adapter en fonction de mon besoin. Je suis jeune, j'ai besoin d'argent. Je suis jeune père ou jeune maman, j'ai besoin d'un peu plus de temps et peut-être un peu moins d'argent. Je divorce, comment la boîte s'adapte. Je suis vieux, je peux me réinvestir où j'ai choisi. Cette notion de, pas de boulot à la carte, mais à tout du moins d'avoir des modules un peu différents parce que mon besoin change en fonction de ma vie. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui où l'entreprise n'est pas trop taillée pour ça. Mais il va falloir rentrer dans cette démarche-là. Sinon, effectivement, il y aura une volatilité parce qu'on préférera, pendant 5 ans, se mettre de côté ou avoir une autre façon d'appréhender son travail. Ça, à mon avis, c'est un des grands enjeux et qu'on voit arriver, nous, gentiment. Bon, en conclusion, si tu avais une chose à dire aux candidats potentiels qui souhaiteraient rejoindre le groupe, ça serait quoi ? Votre réussite commence ici. J'aime bien cette tagline de Point P. Alors, elle est pour les clients, mais elle vaut aussi pour les collaborateurs. On peut y faire une carrière, on peut y avoir un métier qui est passionnant, plusieurs métiers parfois. Et d'ailleurs, souvent, je vois des gens qui font plusieurs métiers, des lieux géographiques très différents en fonction de son lieu d'habitation. Et puis, il y a quelque chose que je nous définis qui est bizarrement pas dans cette boule de générosité. On fait un métier simple avec des gens simples qui sont des artisans. L'artisan est quand même un patron de sa boîte. Et j'en connais pas beaucoup qui ont monté leur boîte. Donc c'est des gens qui, le B2B a ça de bien, c'est que ce sont des gens qui viennent pour leur boulot. Donc c'est forcément pro dans la façon dont on marche, mais sincère et authentique dans la relation. Et donc, tu me posais la question en off, est-ce qu'on s'entend bien ? Oui, on s'engueule aussi. Mais du coup, il y a une sincérité, une authenticité dans ce que l'on est qui est vraiment très agréable. Et puis, on travaille pour des gens qui construisent. C'est pas virtuel, ça se touche, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, ça a du sens aujourd'hui dans le contexte que l'on connaît sur la rénovation énergétique. Donc, c'est vraiment un métier passionnant. Merci Emmanuel. Merci à vous.